Bonjour, nous allons continuer notre exploration des éléments de l'architecture, des éléments qui ne sont pas vraiment des éléments, il ne faut pas les considérer comme des éléments. Il faut imaginer peut-être une bibliothèque, vous voyez, pleine de livres. D'accord, il y a une unité de lieu, et puis on peut dire qu'il y a des livres de philosophie, des livres de littérature, d'histoire. Et on pourrait dire, voilà, tout ça, ça permet de connaître le monde, parce que effectivement, il y a des sections, et puis elles s'agencent les unes les autres. Mais en fait, le livre, si vous voulez, quel qu'il soit, vous voyez, que ce soit la Bible ou un livre de cuisine, hein, il postule voilà, à être le livre. Et c'est pareil pour les éléments de l'architecture. On a vu la porte la semaine dernière. La porte, c'est pas une pièce de bois, vous voyez, hein, que l'architecte, ou une pièce de métal, ou que l'architecte pose sur sa façade. Hein, c'est pas ça. Hein. On l'a vu, c'est un seuil qui permet le passage d'un monde à l'autre. Et non seulement la porte, elle permet le passage d'un monde à l'autre, mais quand nous la traversons, eh bien, nous nous transformons. Parce que celui qui fait la cuisine, c'est pas le même hein, que celui qui fait cour. Et celui qui fait cour, c'est pas le même que celui qui fait la cuisine. Et donc la porte, hein, elle oriente là, complètement, hein, quand on utilise hein, le devenir de l'architecture. Et on va le voir aujourd'hui avec la rampe. Hein, la rampe, voilà, c'est la même chose. Hein, c'est aussi donc une vision de l'architecture. C'est pas un élément décoratif. C'est pas simplement un élément de dessert. C'est pas un élément fonctionnel. Non, elle porte en elle toute une philosophie hein, que nous allons chercher à aborder donc aujourd'hui. Alors la rampe, pour commencer, je voudrais, vous voyez, la montrer comme quelque part une sorte d'instrument orthopédique. Vous voyez, voilà, c'est comme une orthèse voilà, qui nous permet de marcher, de mieux marcher. Voilà. Est-ce qu'on se rappelle hein, de quand on a commencé à marcher? Oui, on peut se rappeler parce que, rappelez-vous, oui, c'est vrai, déjà c'était difficile, putain, de se lever, vous voyez, hein, et de tenir un équilibre. Hein, il fallait s'accrocher. Hein, et tout d'un coup, on était dans un état stable, hein, et il a fallu hein, se pencher en avant, lancer sa jambe et s'élancer dans le vide et marcher, hein, se mettre en mouvement. Voilà, et je voudrais voir la rampe maintenant, vous voyez, comme justement quelque chose hein, un outil, un instrument orthopédique hein, qui nous aide hein, à marcher. Et pour commencer, donc, voilà, regardons les sculptures hein, d'Alberto Giacometti, voilà, l'homme qui marche, hein, donc, hein, l'homme traversant une place, vous voyez. Vous voyez, on voit très bien toute cette histoire-là du commencement. Hein. On voit très bien que, vous voyez, ce personnage filiforme, il était dans un état stable. Hein. Et tout d'un coup, il s'est élancé dans le vide et il a commencé à se mettre en mouvement. Hein. Il est passé donc d'un état statique à un état dynamique. Hein. Et là, cette pièce est intéressante parce que, quelque part, voilà, elle montre hein, le rôle hein, de l'architecture hein, dans cette mise en mouvement, hein, puisque ces figurines entre deux maisons, hein, et cette sculpture, donc, elle forme un cadre, hein, et on comprend hein, que l'architecture, effectivement, hein, ça peut aider à marcher. Et ça peut aider à marcher. Hein, ça, c'est le belvédère du parc du bord de mer à Tokyo, qui a été fait par un grand architecte japonais, toujours vivant d'ailleurs, Yoshio Taniguchi. Et on va voir, vous voyez, que ce belvédère, en fait, hein, qui est à la fois une porte, puisqu'on arrive donc de la station de métro, voilà, on suit donc une allée, et puis effectivement,
son belvédère dessine une porte, et puis quand on la franchit, on voit donc là, on voit la mer, hein. On voit la baie de Tokyo. Mais ce qui m'importe ici surtout, c'est de montrer, vous voyez, hein, que finalement ce belvédère qui est composé donc d'un escalier, d'un couloir et d'une rampe, justement, quelque part, on pourrait le considérer hein, comme une sorte de machine orthopédique hein, pour apprendre à marcher. Voilà, là on le voit, vous voyez, donc il y a d'abord l'escalier hein, qui permet de monter, et puis ensuite il y a la rampe qui permet de descendre, et surtout voilà, la rampe qui va faciliter, vous voyez, hein, qui va faciliter hein, le mouvement de la marche. Voilà, on voit les gens là, tout d'un coup. Voilà. On les voit voilà, en train de marcher. C'est très intéressant. On peut rester des heures, vous voyez, à regarder ce bâtiment et puis à voir, vous voyez, comment vous voyez, cette marche, voilà, elle est facilitée hein, par la rampe hein, qui permet l'élancement hein, des corps dans le vide. Et quelque part, cette rampe, voilà, elle va chorégraphier, vous voyez, hein, donc le mouvement des corps dans l'espace. Voilà, des gens hein, banals, portent un enfant, je ne sais pas quoi. Et tout d'un coup, effectivement, ils marchent. Et c'est plus une danse, hein, véritablement, qu'une marche. Voilà. À chaque pas, vous voyez, on s'élance dans le vide et on se reprend et on continue. Hein, et on passe donc hein, de l'état statique, déjà difficile à obtenir, à celui du corps en mouvement. Et c'est vrai que dans cette architecture, si vous voulez, eh bien, elle est là hein, pour bien marquer hein, le mouvement. Vous voyez notamment le mur en béton qui est recouvert de céramique de 5 cm, hein, qui permet, vous voyez, de donner hein, un maximum de relief donc, à ces corps en mouvement. Alors, voilà, on descend. Voilà, la rampe, ça peut être considéré comme un mécanisme orthopédique hein, qui permet de s'élancer, de descendre. Mais la rampe, on la monte aussi. Et quand on la monte, c'est pas tout à fait la même chose, voyez. Hein, c'est toujours lié donc à une sorte de cheminement initiatique. Hein, notamment, par exemple, cette rampe-là, hein, celle de la voie sacrée à Delphes. Hein, c'est la restitution du sanctuaire d'Apollon par Albert Tourner. Et c'est donc on va voir tout à l'heure, on a le temple d'Apollon hein, qui est construit au flanc de la montagne, hein, puisque Delphes s'est situé à flanc de montagne, hein, sur le flanc du Parnasse. Et après, ça descend donc vertigineusement hein, sur une mer composée d'oliviers, et puis plus loin, donc, sur la mer de Corinthe. Vous voyez déjà, donc, c'est un espace qui est en lévitation, et dans cet espace en lévitation, donc, il y a un cheminement, hein, donc, une montée qui est ponctuée hein, par les trésors hein, de toutes les cités grecques, et cette montée, donc, elle permet hein, donc, d'aller hein, vers le temple d'Apollon, hein, soit donc, vers l'autel pour sacrifier aux dieux, soit dans l'aditon du temple hein, où officie la Pythie hein, qui décrypte hein, votre destin. Voilà, on a l'image là donc d'Albert Tourner, hein, une enceinte hein, qui renferme un cheminement, hein, une montée qui n'est pas un escalier comme on l'a vu l'année dernière, mais qui est une rampe, parce que la rampe, effectivement, d'abord, ça permet de monter avec des animaux hein, pour les sacrifier, avec des chariots hein, remplis d'offrandes aux dieux, hein, ou encore, ça permet de monter en dansant, parce qu'effectivement, tout ce parcours, il est extrêmement ritualisé, en dansant,
en chantant, voyez, eh bien, on va monter vers le temple d'Apollon. Et là aussi, si vous voulez, voilà, c'est une autre caractéristique de la rampe, c'est son caractère rituel. Voyez. Il y a quelque chose de l'ordre du rituel dans les rampes. Et d'ailleurs, je vous invite, de manière un peu ironique peut-être, mais à y penser. Vous voyez, dès que vous voyez, par exemple, une rampe handicapée, voyez, réfléchir donc à cet aspect, voilà, très fortement rituel et religieux de toute rampe. Voilà, c'est une maquette qui a été réalisée par l'école française d'Athènes. On voit très bien le cheminement. On voit très bien, vous voyez, il y a une sorte de fragmentation des trésors des cités grecques. Donc il y a des stoas, il y a des temples, il y a des exèdres, il y a des statues qui ponctuent le parcours. Et ce parcours, donc, il monte vers l'antre de la Pythie, l'antre de la révélation. Voilà, on l'a ici sur le plan. Là, c'est l'amphithéâtre. Et là, on voit, vous voyez, donc effectivement que tout le sanctuaire, il est posé donc à flanc de montagne, et il s'ouvre, voilà, vertigineusement, donc vers des champs d'oliviers et plus loin vers la mer. Voilà la rampe qui continue, qui permet donc à ceux qui le souhaitent d'interroger la Pythie, et une interrogation bien sûr qui est toujours à double tranchant, puisqu'effectivement ce qu'elle révèle n'est pas forcément ce qu'on souhaite savoir. Et ce qui est intéressant, c'est que là, il y a une rampe, alors qu'il n'y a pas de rampe en général dans les temples grecs, puisque les marches d'un temple grec, ce ne sont pas des marches, c'est un stylobate, c'est un socle, et dans le temple, en fait, seuls les prêtres autorisés, en général, peuvent pénétrer. Enfin, autre exemple, là, c'est plus Delphes, mais c'est Athènes. Donc, Athènes, donc, où chaque année, donc, on célébrait les Panathénées, c'est-à-dire des fêtes religieuses, donc, avec des danses, de la musique, et on montait donc à ce moment-là vers l'Acropole. Et c'est en pensant justement, vous voyez, à ces Panathénées que le grand architecte grec Dimitri Pikionis, vous voyez, qui, d'ailleurs comme tous les Grecs, parce qu'il faut voir que la Grèce, malgré tout, c'est un pays qui est jeune, puisqu'il a trouvé son indépendance qu'au XIXe siècle. Et donc, c'est vrai que les Grecs se sont beaucoup interrogés sur leur passé. Et lui, Dimitri Pikionis, c'est vrai que c'est à la fois un architecte moderne, puisqu'il a fait des bâtiments totalement modernes, mais c'est quelqu'un aussi qui porte là, complètement l'histoire de son pays. Et donc, on lui avait demandé de faire, donc, à la fin des années 50, le cheminement pour que les touristes puissent monter vers l'Acropole. Mais si vous voulez, ce n'est pas du tout un parcours touristique qu'il a réussi à créer. C'est plutôt effectivement donc, un espace donc, totalement ritualisé. Voilà. Où là encore, vous voyez, on monte, donc, là, comme à Delphes, vers quelque chose qui est de l'ordre de la révélation, puisque finalement la grécité, c'est vrai que ça appartient pratiquement à tout l'Occident. Et donc il avait parfaitement compris, si vous voulez, qu'il ne fallait pas faire un simple cheminement fonctionnel, mais qu'il fallait vraiment renouer avec les Panathénées, et puis concevoir voilà, un cheminement dans lequel, quelque part, toutes les couches donc, historiques eh bien, pouvaient réapparaître. Donc il a construit, c'est vrai, je ne le fais pas voir, mais il a construit des
il y a des petites églises qui ponctuent le parcours. Il y a aussi un café qu'il a fait en bois, qui rappelle effectivement d'une certaine façon les trésors qui venaient donc scander la voie sacrée à Delphes. Voilà. Et pour faire ce parcours, si vous voulez, c'est juste un sol, c'est juste un travail. Oui, c'est en ce sens que la rampe, elle peut tout être. Vous voyez, c'est un architecte, un grand architecte. Et qu'est-ce qu'il a fait? Son œuvre la plus importante, c'est quoi? C'est un sol. C'est une rampe. Et pour faire ce sol, donc, bien sûr, il a pris du marbre dans les carrières d'Athènes, mais surtout, si vous voulez, il a réutilisé donc tous les marbres antiques, les fragments de marbre antiques qui étaient totalement inconnaissables, dont on ne savait pas d'où ils venaient, à quelle époque ils appartenaient, et puis il les a donc intégrés, vous voyez, donc, dans le sol de son parcours. On travaille sur les bordures, et aussi, donc, pensez pas à un exèdre, mais aussi, donc, comme à Delphes, vous voyez, des espaces pour se reposer avant de poursuivre l'ascension vers l'acropole. Bon, autre exemple, là, c'est un parcours totalement contemporain, enfin, moderne. C'est le congrès brésilien Brasilia, qui a été dessiné par Oscar Niemeyer. Là, on voit les deux palais, donc les sénateurs qui est fermé sur lui-même, et la Chambre des députés qui est au contraire ouvert complètement vers le ciel, avec les deux tours, donc l'une correspondant au bureau du Sénat, l'autre au bureau de l'Assemblée, mais surtout la rampe. Une rampe, voilà, pratiquement déserte, si vous voulez. Il n'y a pas beaucoup de monde qui l'emprunte, mais elle est là pour indiquer le mouvement, pour indiquer la possibilité, vous voyez, donc, de monter. Et là, on voit aussi maintenant, vous voyez, quand on regarde les images de la manifestation du 8 janvier, voilà, qu'est-ce que ça, on peut comprendre mieux aussi ce qu'est l'architecture, puisque vous voyez, l'architecture, c'est malgré tout un dispositif là, qui cadre. Là, vous voyez, la rampe de Niemeyer, effectivement, donc, elle renvoyait, vous voyez, donc, donc à la montée, à la voie sacrée de Delphes, ou à la montée de l'acropole. Et quelque part, c'était quelque chose qui cadrait, vous voyez. Effectivement, c'était juste la possibilité de monter, juste la possibilité aussi d'avoir donc un parcours très ritualisé vers les deux grandes instances du pouvoir législatif. Et aussi, donc, on voit qu'est-ce que ça peut être, justement, quand la machine architecturale, qui est presque, quelque part, au fondement de la démocratie, elle s'enraye, vous voyez, donc, au cours d'une manifestation comme celle du 8 janvier, qui ne reconnaissait pas l'élection du nouveau président brésilien. Voilà, monter. Monter, c'est quelque part, voilà, s'acheminer vers soi. Et d'ailleurs, je vous conseille de revoir ce très beau film d'Alejandro Jodorowsky, La montagne sacrée. Voilà, c'est un des gens qui cherchent la vérité, qui vont donc qui cherchent la vérité et qui vont donc monter, enfin essayer en suivant un maître, qui vont essayer d'escalader, de monter sur une montagne sacrée où ils seront comme ceux qui allaient à Delphes, ce qu'ils sont vraiment. Et toute la montée, chaque fois qu'on monte, si vous voulez, on peut penser aussi aux promenades de Jean-Jacques Rousseau sur la montagne, vous voyez. Chaque fois qu'on monte, c'est toujours quelque part quelque chose qui est lié, vous voyez, à aller vers soi. On monte, mais on monte surtout pour trouver en soi donc la vérité sur les choses. On a encore donc un bâtiment moderne et contemporain, c'est l'école d'architecture de São Paulo, qui a été faite par un autre grand architecte brésilien, Vila Nova Artigas,
Hein, c'est une boîte comme ça, en béton, hein, qui est portée par des poteaux triangulaires à la périmétrie, et puis portée par des grands poteaux qui soutiennent un plafond à caisson. Et ce qui est fantastique, effectivement, cette école, hein, c'est sa gigantesque rampe. Vous voyez, effectivement, voilà une rampe d'ailleurs où il n'y a pratiquement pas de garde-corps, c'est juste une lisse, vous voyez, hein, où on peut tomber, se tuer, oui, comme peut-être celui qui escalade la montagne de la connaissance hein, chez Jodorowsky. Et effectivement, vous voyez, voilà, c'est une école d'architecture, hein, et donc les étudiants voilà, montent en haut, sous le ciel, vers les ateliers, là, hein, où quelque part ils vont trouver en eux-mêmes hein, ce qu'ils cherchent, en dessinant, en faisant des projets. Mais avant de trouver en eux-mêmes ce qu'ils cherchent, ils vont devoir, vous voyez, traverser les salles de cours, la bibliothèque, hein, avant de trouver donc cette vérité. Voilà, cette gigantesque espace dominé par une rampe. Voilà, autre exemple de rampe, toujours au Brésil, un autre grand architecte brésilien, Paulo Mendes da Rocha. Et ce bâtiment, il est très intéressant parce que c'est un ancien grand magasin, voilà, comme les Galeries Lafayette. Et ce grand magasin, il a été racheté par donc, les CESC, ce sont des organisations donc, qui sont liées, qui sont financées par les commerçants du Brésil entier. Et ce sont des espaces sociaux où, par exemple, il y a des expositions, on apprend à danser, on peut faire du sport, hein, où on est soigné aussi notamment les dents, vous voyez. Et là, effectivement, c'est un CESC, voilà. Il est composé de plusieurs couches, hein. Et ces couches, donc effectivement, chaque fois qu'on traverse une couche, voilà, c'est un peu comme l'école d'architecture de Vila Nova Artigas, vous voyez. D'abord, on est soigné, après on danse, après on fait du sport, vous voyez. Et puis après donc, on monte sur le toit et on voit hein, le paysage de São Paulo. Voilà, donc on voit, ça c'est la coupe, voilà, donc hein, c'était un grand magasin avec un grand vide central. Les poteaux noirs que l'on voit, c'est ce qui a été rajouté par Paulo Mendes da Rocha pour soutenir la piscine hein, qu'il a posée en toiture. Là c'est le plan, et puis on voit, vous voyez, donc en haut du plan, hein, la gigantesque rampe hein, qui permet donc de passer d'une strate à l'autre et de monter ensuite sur le toit. Voilà. Et donc cette rampe, elle est fascinante parce que, vous voyez, c'est pas du tout la rampe de la Villa Savoie ou les rampes modernes, parce que voilà, c'est un véritable sol. Vous voyez, on le voit sur la coupe parce que la pente, elle est irrégulière. Vous voyez, voilà. Hein, donc on la prend, on monte. Et puis ensuite, voilà, on passe hein, d'une strate à l'autre. Et les strates, elles sont très différentes parce qu'il y en a certaines qui sont fermées et d'autres, comme celle-là, qui sont totalement ouvertes sur l'extérieur. Et puis on monte, vous voyez, on monte et on passe les strates dont j'ai parlé. Hein, on peut être soigné, on peut jouer au basket. Et puis enfin, on arrive, vous voyez, donc au restaurant. Et puis enfin, donc, on arrive, vous voyez, donc, à la piscine, qui est comme une véritable plage qui s'ouvre sur la ville. Une ville qui est complètement délirante, si vous voulez, parce qu'on a des vues, là, vous voyez, sur un bâtiment qui rappelle l'Empire State Building de New York. Et puis plus bas, donc, il y a un opéra qui rappelle celui de Paris. Et quelque part, là, on monte, et quand on est en haut, la ville, là, complètement, donc, s'ouvre à soi. Bien sûr, il y a beaucoup à dire hein, sur la piscine hein, qui termine le parcours. Voilà, autre exemple, c'est celui du musée d'art moderne de Richard Meyer à Barcelone. En fait, il est étonnant, ce bâtiment, mais surtout par sa grande rampe, hein, parce qu'il a une rampe voilà, gigantesque, hein, et effectivement qui est complètement
disproportionnée par rapport à l'espace, parce que cette rampe, elle prend pratiquement le tiers ou le quart de l'espace total du musée. Voilà, on la voit à travers le grand vitrage. Et cette rampe, là, on la voit à travers le vitrage. Voilà, quelque part, voilà, elle permet le passage donc, du monde, disons, trivial de la ville au monde pratiquement sacré de l'art. Elle permet effectivement d'avoir une initiation, de passer, vous voyez, en plus, c'est dans la vieille ville de Barcelone, c'est là où les rues sont très très étroites, et tout d'un coup, donc, on prend cette rampe. Alors, tout d'un coup, voilà, et en prenant la rampe, c'est vrai que, voilà, on marche, mais la marche, on la monte, c'est vrai, mais la marche, elle est dictée, vous voyez. C'est l'architecture qui vous dit de monter à tel ou tel rythme. Et ça permet effectivement le passage du monde profane, de la vie quotidienne, vers le monde sacré de l'art. Voilà, on voit le plan et on voit, vous voyez, l'importance de l'espace qui est accordé à la rampe par rapport donc au reste du musée. Voilà, grande rampe qu'on monte, qu'on descend, mais surtout qu'on monte pour aller donc dans les salles d'exposition. Voilà, vous voyez, c'est un parcours rituel, une ascension. Une ascension qui, je rappelle, voilà, avec toujours un retour vers soi, vers soi-même. On se tourne vers soi-même. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que là, il y a un balcon qui donne sur la rampe, et c'est vrai que cette rampe, c'est comme un espace, l'espace de la rampe, c'est comme un espace extérieur, mais c'est aussi voilà, une manière, voilà, avant d'être placé devant les toiles en 2 dimensions, de vraiment appréhender les 3 dimensions de l'espace. Voilà, autre manière d'aborder la rampe, c'est plus la montée, mais c'est la descendre. Voilà, la montée, voilà, effectivement, c'est toujours l'ascension, voilà, c'est toujours un retour sur soi-même. Et par contre, la descente, c'est au contraire, se libérer de soi-même, se libérer de la pesanteur de son corps et s'ouvrir complètement à l'altérité. Et bien sûr, la rampe qui symbolise le plus cette idée d'ouverture à l'autre, d'ouverture au monde, c'est la rampe du Guggenheim Museum à New York, de Wright. Et c'est vrai que cette rampe, si vous voulez, voilà, on ne la monte pas, on la descend, puisque, en fait, quand on rentre dans le musée, on prend un ascenseur, on monte au dernier étage, et ensuite, on prend la rampe. La rampe, elle ne dessert pas des salles, comme dans les musées de Richard Meyer à Barcelone, mais elle est la salle, puisque les œuvres donc, sont exposées dans cet espace oblique qui descend en spirale autour du grand atrium. Et justement, cette descente, voilà, elle permet de se libérer de soi-même, de se libérer de son propre corps et de mieux comprendre, vous voyez, presque d'avoir une compréhension fusionnelle des œuvres qui sont présentées dans l'espace. Voilà la coupe. On voit très bien comment l'espace fonctionne. Donc on monte au dernier étage, sous la verrière, et puis après donc on descend, on se libère de soi, on se libère justement du poids de son corps, et on s'ouvre complètement aux toiles, aux œuvres d'art qui sont exposées le long de ce parcours descendant. Voilà, autre exemple, encore plus étrange, c'est celui de la fondation Ibéré Camargo à Porto Alegre, d'Alvaro Siza. Alors ce bâtiment, c'est vrai qu'il est éloigné du centre-ville de Porto Alegre, et surtout, quand je suis allé là-bas, je croyais que c'était la mer, mais je n'avais pas regardé Google Maps. En fait, c'est pas du tout la mer.
c'est une sorte de gigantesque lagune, mais vraiment presque infinie, quoi, qui s'étend, avec une eau toujours calme, puisqu'elle est complètement protégée. Et donc le gros truc de Suiza, c'était de faire en sorte que son bâtiment, voilà, il arrive à avoir suffisamment de présence face à l'immensité de la lagune. Et pour ça, effectivement, vous voyez, il lui a donné un maximum de profondeur en faisant sortir une partie des rampes, hein, pour créer donc un espace tampon entre le musée proprement dit et puis la grande rue, hein, la grande voie, la grande avenue, hein, qui suit le bord de mer. Voilà. Et donc, il a aligné tous les bâtiments le long de la voie, et puis il a fait en sorte que son bâtiment ait le maximum de profondeur pour pouvoir lutter, voilà, contre cette immensité, hein, qui s'ouvre devant lui. Voilà. Et donc on voit, hein, le dessin très compliqué finalement des rampes, hein, puisque comme pour le Guggenheim Museum de Wright, voilà, on prend un ascenseur, on monte au dernier étage, et puis ensuite, donc, on visite l'étage, voilà, et puis on prend une première rampe. Je ne me rappelle plus laquelle c'est d'ailleurs, si c'est celle qui sort ou celle qui rentre. Enfin, il y a deux, je crois que c'est celle qui sort. Oui, on prend la rampe qui sort, voilà, et puis elle descend, et après on prend une seconde rampe qui est intérieure et qui suit la façade courbe, et puis on ressort et on rentre. Voilà, donc c'est tout un parcours, voilà, totalement autonome, hein, par rapport aux œuvres, hein, qui permet aussi de, là encore, vous voyez, peut-être de se reposer, hein, du regard. Voilà, c'est les rampes qui sont en lévitation dans l'espace et qui permet la création de cet espace tampon, qui permet donc de donner à ce bâtiment le maximum de profondeur, de présence, pour pouvoir lutter contre l'étendue infinie pratiquement qui s'étend autour de lui. Et là, voilà, on rentre au dernier étage. La lumière, là, elle n'est pas naturelle, elle est artificielle. Et puis ensuite, voilà, on prend la rampe, et on prend la rampe qui est tout en haut, on prend la rampe extérieure, et après elle se retourne, on prend la rampe intérieure, on descend donc à l'étage suivant, et le parcours se fait comme cela. Voilà, ça, on est dans la rampe extérieure, on est écrasé complètement. Il y a des éclairages. Bon, bien sûr, comme les rampes sont autonomes, elles sont dans des corridors en béton, il y a des éclairages magnéto. Et puis ensuite, il y a une petite fenêtre, hein, qui permet de voir la ville au loin. Voilà, mais c'est vrai que la rampe, c'est à la fois, vous voyez, pouvoir dans l'architecture moderne, pouvoir se déplacer, voilà, dans les trois dimensions de l'espace. Hein. Et bon, bien sûr, on ne peut pas parler de rampe sans parler de Corbusier. Hein. C'est vrai que c'est lui qui a peut-être réintroduit la rampe dans l'architecture moderne, dans l'architecture contemporaine, notamment à la Villa Savoie. Mais des rampes, il y en a partout. Hein. Il y en a pratiquement partout chez lui. Hein. Donc, c'est vraiment peut-être la manière, vous voyez, de mettre en communication les niveaux, hein, qui lui semble la plus pertinente. Parce que c'est vrai que contrairement à l'escalier, si vous voulez, hein, la rampe, elle met en communication organique les niveaux les uns avec les autres. Voyez. Quand vous prenez un escalier, hein, vous butez sur la contre-marche. Vous voyez, il y a des ruptures de charge, tandis que avec la rampe, non. Hein, vous êtes dans une sorte de continuité. Hein, voilà. Donc, ça veut dire que le rez-de-chaussée, il est pratiquement continu avec le premier étage, qui est continu avec le second. Hein. Et aussi, effectivement, vous abordez l'espace, voilà, dans les trois dimensions. Vous n'êtes pas confiné, voyez, donc, aux deux dimensions. Hein. Vous n'êtes pas sur un seul plat, hein, et vous plongez littéralement donc, hein, dans l'espace, hein, en prenant une rampe. Mais aussi, la rampe, hein, c'est quelque chose qui vous met en mouvement. Hein. Plus
plus que l'escalier, plus que l'ascenseur. Hein. Et c'est vrai que ce qui est très bizarre aussi, c'est que dans les 5 points de Le Corbusier, vous voyez, les 5 points de l'architecture, c'est un peu les 5 principes voilà, de Le Corbusier. Il y a le pilotis, bon, on le voit ici. Il y a la façade libre, c'est-à-dire qu'effectivement, la façade, elle n'est pas porteuse, elle est rapportée sur la structure. Il y a la fenêtre en longueur. Voilà, la fenêtre en longueur, eh bien, elle est pas carrée. Elle favorise aussi hein, le mouvement dans l'espace. Il y a le toit terrasse. Hein, mais c'est vrai qu'il n'y a pas la rampe. Et pourtant, la rampe, elle est essentielle, si vous voulez, parce que effectivement, c'est elle qui met toute cette machinerie, cette machine d'architecture. C'est elle qui la met en mouvement, hein, donc en mettant les corps en mouvement, hein, des corps qui seront ensuite, vous voyez, constamment en mouvement, constamment en travelling hein, dans l'espace. Voilà, on voit la rampe qui est au centre de l'habitation, hein, qui relie donc le rez-de-chaussée. On la suit, voilà. Hein. Et puis, il y a aussi ce qui est fascinant, c'est qu'avec cette rampe, voilà, on passe insensiblement du rez-de-chaussée au premier étage, et après on passe insensiblement du rez-de-chaussée, du premier étage au toit, à l'extérieur, vous voyez. Hein, donc hein, c'est une rampe qui dénoue un petit peu les oppositions, hein, l'opposition du bas et du haut, l'opposition du dedans et du dehors. Hein, et donc on monte. Donc là aussi le corps il est ritualisé, mais c'est plus un corps libre, voilà, dans l'espace, hein, un corps en apesanteur. Et ce qu'il y a de fou dans ce bâtiment, c'est que, vous voyez, tout est carré, voilà, et puis la rampe, quelque part, elle est confinée, là, vous voyez, à l'intérieur de cette géométrie. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on voit voilà, un des derniers bâtiments de Le Corbusier, hein, le Carpenter Center à Harvard, aux États-Unis, eh bien, c'est que voilà, la rampe, là, eh bien, quelque part, voilà, elle se libère complètement. Elle n'est pas soumise voilà, à la géométrie du carré, hein, mais au contraire, elle va soumettre hein, complètement hein, les volumes et la géométrie de cet espace d'éducation, elle va les soumettre à ses propres règles. Voyez. Donc cette rampe-là, elle est très particulière parce que ce n'est pas une rampe qui est à l'intérieur du bâtiment, mais c'est une rampe qui traverse le bâtiment. Le bâtiment, c'est une école d'art, à la fois, on apprend les arts visuels, voilà, c'est le cinéma, la peinture, la sculpture, et cette rampe, elle traverse de part en part le bâtiment, et surtout, donc, au 3e étage, elle mène à une galerie d'art où sont exposés donc, les travaux des étudiants. Mais vous voyez, là, on retrouve, je pense, là, on retrouve, vous voyez, sur la vue zénitale, hein, la vue d'avion, voilà, on retrouve le carré voilà, de la Villa Savoie. Tout à l'heure, on va retrouver hein, la trame des pilotis, mais simplement, vous voyez, on a la rampe hein, qui zigzague voilà, hein, à travers le bâtiment, et elle va complètement déconstruire le bâtiment, hein, puisqu'il y a des parties qui vont s'avancer, qui vont coulisser, là, vous voyez, le long de la circulation, hein, et qui vont complètement donc, mettre le bâtiment en crise. Voilà, on retrouve les pilotis. Et voilà, on voit, vous voyez, comment voilà, cette rampe, tout d'un coup, elle se libère. Elle n'est plus confinée, voilà, à l'intérieur d'une structure architecturale orthonormée, mais au contraire, donc, elle vient la perturber, hein, la déconstruire, hein, puisque les éléments, voilà, ils viennent coulisser, hein, ils viennent pratiquement ponctuer le parcours, vous voyez, exactement, voilà, comme les trésors hein, venaient de Delphes, vous voyez, venaient ponctuer le parcours de la voie sacrée. Voilà, oui, les blocs s'avancent, hein, tout se coulisse, tout se décompose. Tout à l'heure, à la Villa Savoie, c'était les corps qui étaient en mouvement, mais maintenant, c'est plus les corps, si vous voulez, c'est les volumes
hein, qui sont animés, puisque effectivement, au fur et à mesure du parcours, hein, vous les voyez surgir, vous les voyez s'effacer, et donc c'est tout le bâtiment, cette fois-ci, qui est mis en mouvement. Ce n'est pas simplement les corps dans l'espace hein, qui sont mis en mouvement, ce n'est pas simplement une architecture faite pour des corps en mouvement, mais c'est une architecture qui se met complètement en mouvement au fur et à mesure du déplacement des corps. Voilà, bien sûr, on ne veut pas non plus parler de Rampe sans parler de Claude Parent et de Paul Virilio. C'est un couple, c'est deux personnages vraiment très importants du XXe siècle qui se sont rencontrés, qui se sont associés, très différents aussi, parce qu'il y en a un, Claude Parent, c'est plutôt un dessinateur, voilà, quelqu'un qui enfin, c'est un artiste, voilà, quelqu'un qui dessinait assez facilement, qui est architecte d'abord. Et Paul Virilio, personnage plus difficile à cerner, hein, puisque je crois que son seul diplôme, c'était un CAP de maître verrier, mais ça a été donc un des plus grands intellectuels en France de la fin du XXe siècle et du début du XXIe. Et voilà, tous les deux ils se sont rencontrés et ils ont à travers un projet, là, dont je vais parler, l'église de Nevers, à Nevers, un projet d'église à Nevers. Et c'est vrai qu'ils ont réfléchi tous les deux. Hein, donc, Claude Parent, lui, c'est vrai qu'il avait travaillé, il faisait beaucoup de... Comme c'était les modes, quelque part, je dirais pas à la mode à l'époque, c'est pas ça, mais quand on regarde l'école de Paris, voilà, ou, je sais pas, Mathieu, des gens comme ça, c'est qu'il y a des gestes comme ça, il y avait des grands gestes obliques, comme ça, sur les toiles. Et Claude Parent, lui, et Paul Virilio, lui, s'était intéressé aux bunkers, hein, sur les plages de l'Atlantique. Et il s'était aperçu que les bunkers, c'était des trucs très bizarres, parce que, finalement, en général, si vous voulez, bon, voilà, vous faites un bâtiment, voilà, vous le faites, il est sur un paysage. Après, le bâtiment, il finit par être détruit, et le paysage, il est toujours là. Mais le bunker, c'était pas ça du tout, puisqu'en fait, comme c'est en bordure de mer, le paysage est très mouvement, c'est un paysage de falaises qui s'écroulent constamment, eh bien, on a eu l'effet inverse, c'est-à-dire que l'architecture reste, et c'est le paysage qui disparaît. Et l'architecture, en restant, eh bien, elle bascule, voilà. Et puis, elle propose donc, effectivement, des sols obliques. Voilà. Donc, tous les deux, à partir de là, ils ont réfléchi. Voilà. Ils ont réfléchi et ils ont pensé à un truc. Là aussi, c'est encore un truc, je pense, très XXe siècle. En France, c'est la pensée de Hegel, vous voyez, c'est le truc. L'idée de la dialectique. Voilà, vous avez une proposition, vous en avez une autre, et puis vous cherchez, non pas à les opposer et à dire ben, c'est la première qui est juste, non, c'est la seconde. Dire que vous cherchez à faire la synthèse, voyez, voilà. Et eux, ils ont dit, putain, c'est très simple. Voilà. Avant, tout était horizontal. OK. Maintenant, tout est vertical, c'est des tours. Vous voyez, avant, les villages, je ne sais pas quoi, tout était... l'architecture s'étendait à l'horizontale. Maintenant, effectivement, quand on va à New York, ou quand on va un peu partout en Europe, elle tend à devenir de plus en plus verticale. Et on ne dit pas c'est mieux l'horizontale ou c'est mieux la verticale, mais on va faire la synthèse. Voilà. Et la synthèse, ça va être l'oblique. Voilà. Et donc, on va penser la ville oblique, on va penser l'habitat oblique. Et l'habitat, hein, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Vous avez les pièces, mais pour aller dans la pièce, il faut une circulation. Donc, vous avez la circulation et la pièce. Et là, c'est pareil. On va faire la synthèse, quoi. Et on va faire la circulation habitable. Voilà, vous voyez, c'est les retombées totalement délirantes de la pensée de Hegel. Voilà, Sainte Bernadette de Nevers. Hein. Enfin, ils ont fait d'autres projets ensemble, beaucoup de projets, beaucoup de projets qui n'ont pas abouti, mais celui-là, c'est vrai qu'il a abouti. Hein. Voilà, pour une raison très simple, c'est que là, quelque part, l'oblique, elle a vraiment une véritable, disons, répercussion
rituel, vous voyez. Donc effectivement, parce que dans une église, bon, on est dans la nef, et on peut dire que voilà, on monte vers l'autel pour communier, et une fois qu'on a communié, on redescend. Vous voyez, il y a cette idée-là, il y a cette idée-là. Et donc, effectivement, vous voyez, l'église, elle ressemble à un blockhouse qui a basculé, et effectivement, la nef est en pente comme ça, et l'autel est en pente dans l'autre sens. Ce qui fait que ça, effectivement, ça facilite, vous voyez, le rituel. C'est toujours le côté orthopédique de la rampe dont j'ai parlé au départ en parlant de Taniguchi. Voilà. Voilà, donc le schéma. Donc on est assis, et après on monte pour communier, et après on redescend. Voilà. Et après toute une réflexion, voilà, une réflexion sur le corps, surtout. Voilà. Une réflexion, voilà, qui, en tout cas chez Paul Virilio, il ne faut pas l'oublier, c'est quelqu'un qui était très religieux. Voilà. Et pour lui, c'est vrai que le corps, c'est vrai, le corps, dans le catholicisme, contrairement à ce qu'on croit, enfin, dans la chrétienté, contrairement à ce qu'on croit, il est extrêmement important, puisque, en fait, vous voyez, dans la religion catholique, la résurrection, ce n'est pas la résurrection des âmes, c'est la résurrection des corps. Donc il ne faut jamais oublier ça. Quoi, voilà. Et donc le corps, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et effectivement, pour lui, là encore, vous voyez, il a condamné, voilà, disons le sol horizontal. Le sol horizontal, pourquoi il a condamné le sol horizontal? Parce que le sol horizontal, tu vois, il te fait oublier ton corps. Tu vois, t'es là, bon, t'es facile, t'es à table, tu oublies ton corps. Voilà. Tandis que quand tu montes, voilà, eh bien c'est ça, tu vois, tu le sens, tu sens son poids, quoi. Et tu fais un gros effort pour monter. Voilà. Et par contre, quand tu descends, voilà, eh bien, t'oublies son poids, tu vois, et tu te sens beaucoup plus léger, quoi, voilà. Et quelque part, voilà, le sol oblique, c'est aussi une grande question, d'ailleurs, d'après Deleuze, c'est vrai, c'était une grande question de la contemporanéité. C'est ça, aujourd'hui, on peut se poser la question aussi, toujours. On est toujours assis, prostrés, devant des ordinateurs, si vous voulez, vous voyez. Voilà, la grande question, c'est ça, c'est avoir un corps, vous voyez. Retrouver, pas forcément d'ailleurs le corps de Paul Virilio, pas forcément le corps de l'Eucharistie, mais avoir un corps, voilà. Retrouver son corps. Et l'idée très forte, effectivement, c'est de dire que la rampe, eh bien, putain, elle te redonne ton corps. Le corps que tu as oublié, tu vois. Le corps que l'espace horizontal t'a fait perdre. Voilà, et après, bien sûr, ils ont fait des tas de schémas. Bon, tout ça, c'est les schémas qui ont été dessinés par Claude Parent dans son livre « Vivre à l'oblique ». Mais enfin, il ne faut jamais oublier que voilà, cette pensée-là, elle n'est pas venue de l'un ou de l'autre. Elle a quand même été générée à deux. Voilà. Le côté théorique et puis le côté, disons, le côté plus plastique. Voilà. Donc c'était fait par deux personnes. Voilà. Et après, effectivement, vous voyez, on passe là maintenant à l'idée d'une circulation habitable, dans laquelle on peut mettre des instruments adaptés, vous voyez, au sol oblique. On ne va pas mettre des tables, on ne peut pas mettre des lits normaux. Donc ils ont commencé à réfléchir, et puis aussi à réfléchir. Bon, bien sûr, ils ont réfléchi, mais c'était un peu compliqué. Bon, mais voilà, ils ont fait des schémas surtout. Donc, ils ont imaginé effectivement des villes entières, composées de circulation habitable. Et aussi, si vous voulez, il y avait aussi l'idée d'un habitat, d'un retour à l'habitat nomade. Voyez. Et ça, c'est vrai, c'est une pensée qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, je ne pense pas qu'elle soit très contemporaine, mais c'est vrai que c'est une pensée qui a vraiment animé, je pense, toutes les années 60, 70, si vous voulez, le retour, vous voyez, donc, au nomadisme. Et d'ailleurs, j'en reparlerai à la séance prochaine, vous voyez. Voilà, parce que peut-être, je dis qu'elle n'était pas contemporaine, mais
c'est pas forcément vrai. Voyez. On a tous envie d'être des nomades. Mais qui a envie d'être un sédentaire, quoi, enfermé chez lui? Non, mais c'est un rêve de vieux, quoi. Voyez. Donc voilà, il y a cette pulsion, voilà, voyez. Hein, donc on n'est pas des agriculteurs, non, on est des chasseurs en vérité. Hein, il faut retrouver voilà, le corps du chasseur, hein, sous le corps boursouflé, hein, du bourgeois qui passe de son lit à son bureau. Hein. Mais tout ça, ça traverse voilà, toutes les utopies du XXe siècle, que ce soit chez Jonah Friedman, hein, que ce soit chez Constant. Hein, il y a toujours l'idée d'une ville hein, qui est plutôt composée d'infrastructures, voilà, plus que de structures, hein, et d'infrastructures qui ne sont pas faites pour les voitures dans lesquelles on est assis, comme dans un fauteuil roulant, mais au contraire, vous voyez, hein, pour des corps en mouvement, pour des corps qui se retrouvent eux-mêmes, hein, pour des corps nomades, hein, pour des corps de chasseurs. Voilà, ça c'est des schémas, donc, vous voyez, qui ne marchent pas, bien sûr, mais bon, voilà, c'est des schémas qu'ils ont faits, où effectivement on parcourt, on habite. C'est à la fois une habitation, c'est à la fois une maison, c'est à la fois un immeuble, c'est à la fois une ville. Hein, on passe je ne sais pas d'ailleurs comment, mais on passe du privatif au public. Voilà. Mais cette pensée-là, c'est vrai qu'elle est restée. Enfin, on en reparlera dans les autres séances, et notamment chez Rem Koolhaas. Et surtout Rem Koolhaas, je vous le dis, hein, ce mec-là, il m'a dit, et putain, pourquoi en France, vous trouvez que Paul Virilio, eh bien, et Claude Parent, ils sont si importants? C'est rien du tout, ces gens-là. Alors qu'en fait, il a passé sa vie à les copier, quoi. Vous voyez? Et surtout, c'est pas ça, il a passé sa vie, non pas à les copier, mais à les déradicaliser. C'est-à-dire que, vous voyez, chez Paul Virilio et Claude Parent, le but de la circulation habitable, le but de l'espace oblique, hein, c'était de libérer, hein, donc, disons, de retrouver, voilà, hein, sous le corps du sédentaire, le corps du nomade. Tandis que lui, non, il va faire des espaces obliques, mais en fait, les espaces obliques, comme les bibliothèques de Jussieu, hein, donc, eh bien, c'est pour les étudiants, quoi. Les étudiants, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont manifester pour la retraite, vous voyez. Donc, voilà, il n'y a pas de... C'est pas... Oui, il a complètement déradicalisé, vous voyez, donc, hein, disons, l'idéal révolutionnaire, hein, qui était au cœur de l'entreprise de Virilio et de Parent. Voilà, donc la bibliothèque de Jussieu, bon, c'est un projet qui n'a pas été lauréat, je crois que c'est Nouvelles qui avait gagné, mais le projet n'a pas été construit. Mais c'est vrai, ça reste un projet donc extrêmement intéressant. Enfin, c'est pas le seul espace oblique que Rem Koolhaas a fait, mais disons, c'est peut-être le plus littéral, pardon. Hein, vous voyez, parce qu'effectivement, des projets que je pourrais montrer, hein, comme le projet d'éducatorium à Utrecht, hein, c'est un espace oblique, ou le projet de Kunsthal à Rotterdam, c'est aussi un espace oblique. Mais là, c'était vraiment donc un espace oblique total. Hein. On pourrait voir aussi des références à Le Corbusier, si on veut. Pourquoi pas? Effectivement, on voit une trame de poteaux, un poteau qui porte des dalles. Mais ces dalles, elles ne sont pas droites, comme la Savoie, elles sont obliques. Hein, et elles permettent effectivement donc, hein, aux étudiants de monter donc, en spirale. Et là encore, vous voyez, de traverser voilà, toutes les strates. Voilà. Hein, on traverse les auditoriums, voilà, après on traverse les salles qu'on appelle ça, des journaux, voilà, vous voyez. Après on traverse les réserves, enfin les présentoirs où sont les livres, et après on va donc dans des espaces pour lire. Voilà. Et effectivement l'idée donc très, très bien mise en scène dans cette suite de photos, vous voyez, découper des plans, voilà. Et puis faire en sorte que voilà, le bâtiment il jaillisse, vous voyez, hein, de tous ces plans inclinés hein, qui se connectent les uns aux autres. Voilà, et on les superpose. Et voilà, donc c'est une dalle oblique hein, qui monte en spirale.
et dans lequel, effectivement, viennent se déployer tous les services de la bibliothèque. Voilà. Ce que permet aussi la rampe, on va le voir, donc c'est une connexion aux infrastructures. Parce que la rampe, voilà, je l'ai dit au départ, voilà la voie sacrée à Delphes, voilà, d'accord, ok. Bon, ça ne peut pas être un escalier, parce qu'il faut monter le bœuf qu'on va sacrifier. Le pauvre, déjà s'il a un peu conscience de ce qu'il attend, il ne va pas vouloir monter, quoi. Donc là, ok, c'est la rampe. Mais c'est pareil, les chariots, on peut les chars, ça peut monter. Et c'est vrai que on peut dire que voilà, toutes les infrastructures donc, sont des rampes. Les autoroutes sont des rampes, voilà, qui permettent effectivement voilà, de desservir la totalité d'un pays, la totalité, et pratiquement la totalité du monde. Voilà. Donc effectivement, tout est facilité quelque part par ces rampes qui se soulèvent et qui contournent, qui passent au-dessus des obstacles. Et là, c'est vrai que c'est un bâtiment très particulier. C'est vrai que quand il a été construit dans les années 20, il a vraiment fait la couverture de toutes les revues d'architecture, parce que c'est l'usine Fiat à Turin de Mattei Trucco. Et c'est vrai que l'usine Fiat, si vous voulez, elle était composée par... c'était l'usine. Donc, vous voyez, dans les parties du bas, on montait les voitures sur les chaînes. Et quand la voiture était terminée, eh bien, elle faisait un tour d'essai sur la piste d'essai qui était sur le toit. Et puis ensuite, donc, elle redescendait. Et puis, elle pouvait être livrée. Voilà. Et ça, c'est la rampe qui permet de relier le toit au sol, où les voitures vont être livrées. Ouais, c'est un chef-d'œuvre de l'architecture et de la sculpture. Là encore, autre exemple, c'est le pavillon de la Biennale de São Paulo dans le parc Ibirapuera d'Oscar Niemeyer. Bon, c'est un bâtiment très simple, c'est vraiment un parallélépipède qui est jeté dans le parc. Il y a une façade avec des pare-soleils, la façade nord, et la façade sud qui est juste vitrée. Et surtout, voilà, au centre, il y a une sorte d'atrium avec une rampe. Voilà. Et cette rampe, elle permet à la fois donc, aux visiteurs de cet espace d'exposition, notamment ont lieu toutes les biennales de São Paulo, à la fois aux visiteurs de se déplacer d'un niveau à l'autre dans une totale continuité, mais aussi, vous voyez, donc, aux véhicules de monter pour que les stands, pour apporter le matériel nécessaire, donc, soit à l'installation des œuvres, soit à la construction des stands. Voilà, un bâtiment infrastructurel. Voilà, une autre échelle. Voilà. C'est vrai que la rampe, vous voyez, ça permet de donner à cet objet une autre échelle. Là, vous voyez. Il est déjà grand, parce que le parc Ibirapuera, il est grand. Le bâtiment, il est grand. Mais il est encore plus grand. Parce que les infrastructures le pénètrent, et donc ce bâtiment, qui est déjà grand, il est à l'échelle du territoire, il est à l'échelle du pays, il est à l'échelle du continent. Vous voyez. Et tout ça, c'est dû à la rampe qui le connecte, donc presque d'une manière, sans rupture de charge, vous voyez, qui le connecte d'une manière organique à la totalité du pays. Bon, autre exemple, c'est le parc des expositions d'Oma et de Remcolas à Toulouse. C'est un bâtiment qui est assez étonnant, puisqu'il fallait faire un parc des expositions. Bon, au départ, c'était un concours. La plupart des gens qui avaient fait le concours, ils avaient fait plusieurs grandes salles d'exposition. Et puis autour, ils avaient mis des parkings paysagers. Voilà. Lui, putain, il n'a pas fait ça. Il a mis le parking au centre. Il a connecté directement le parking à la rocade qui mène à l'aéroport, à l'autoroute et à la ville.
Et puis ensuite, donc, il a mis de part et d'autre du parking les deux principaux espaces, le grand espace d'exposition et le palais des congrès. Et ce qui fait que, voilà, quelque part, on va à l'espace d'exposition, on veut aller, je sais pas quoi, au hall B, on prend sa bagnole, on suit la route, on rentre dans le parking, qui fait presque 1 kilomètre de long, et puis, quand on voit qu'on est à peu près au niveau du stand B, on s'arrête, on se gare, on descend, et on y va. Et quelque part, voilà, c'est l'échelle, vous voyez, donc, du territoire, l'échelle de l'autoroute, qui, grâce à la rampe, voilà, est ramenée dans le bâtiment. Et ce qui fait aussi que ce bâtiment, il est déjà grand, parce qu'il fait, je crois peut-être je crois que le parking fait au moins 700 mètres de long, mais il est encore plus grand, voilà, parce qu'il est connecté, voilà, directement, hein, au territoire entier. Voilà, je suis dans ma voiture et je fonce, quoi. Je ne m'arrête pas, je rentre directement dans le bâtiment. Je me gare, voilà. Et après, je descends. Sous le bâtiment, c'est un grand espace avec des cafés, une rue, voilà, pratiquement. Et puis après, je rentre d'un côté ou de l'autre, soit dans le gigantesque hall d'exposition, soit dans le palais des congrès. Voilà, pour terminer, voir aussi peut-être le côté, disons, pas forcément négatif, mais le côté peut-être inquiétant de la rampe. Voilà, parce que la rampe, voilà, ça permet on l'a vu, là, ça permet des connexions, hein, des connexions au réseau autoroutier, aux infrastructures. Et c'est vrai que la rampe, on va le voir, voilà, c'est un peu comme cette image-là que j'aime bien du film Ghost in the Shell, avec cette actrice, je ne me rappelle pas de son nom, peu importe. En tout cas, on voit, vous voyez, le corps de l'actrice, et le corps de l'actrice avec son réseau nerveux, son réseau sanguin, et on voit, il est connecté, oui, directement à la réalité, mais pas sans passer par les sens. Vous voyez, il est directement branché, voilà. Hein, il est directement branché, voilà, à d'autres éléments. Et tout ça, je trouve que c'est une bonne introduction pour y rentrer dans le travail de Zahadi. Et je trouve que c'est fascinant, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de vénéneux, voilà, vous voyez. Hein, parce que on va le voir. Ça, c'est un projet qu'elle n'a pas. C'est un projet c'est un concours qu'elle n'a pas gagné. Hein, c'est le théâtre, le Grand Théâtre de Casablanca. Et ce Grand Théâtre de Casablanca, donc, on devait le mettre en bordure d'une grande place. Hein, c'est la place Mohamed V, qui a été construite. Enfin, je ne sais plus trop par qui, mais c'est plus lié donc, au plan d'Henri Prost là, pour Casablanca. Enfin, c'est un des Français qui l'ont faite. Et c'est vrai que c'est une place qui est gigantesque, qui est complètement hors échelle. Hein, c'est un gigantesque vide. Et ce vide, ce qui est fou, c'est qu'au lieu de mettre son bâtiment à la périphérie de la place et dominer la place avec son bâtiment, elle est venue l'occuper entièrement. Et elle l'a occupé avec des sortes de tentacules, vous voyez, hein, qui sont toutes sortes de rampes. Vous voyez, les rampes pour les piétons, les rampes pour le personnel, les rampes pour les pompiers, les rampes pour les véhicules, les rampes pour les véhicules de desserte, les rampes pour les véhicules qui vont dans le parking. Et vous voyez, au lieu d'avoir, voilà, comme l'a fait Christian Portzamparc, qui a gagné le concours, vous voyez, il a mis son bâtiment à l'une des extrémités de la place. Donc il y a un grand espace public où les gens se mélangent, et après on rentre dans le grand théâtre. Elle, non, elle n'a pas fait ça. Là. Elle a occupé complètement l'espace public, comme si l'espace public c'était un truc totalement dépassé. Et puis elle est venue, vous voyez, connecter ces tentacules. Voilà, les tentacules, ils occupent l'espace. Vous voyez, quelque part, la place Mohamed V, c'est devenu une sorte d'espace résiduel, voilà, qui est traversé par ces éléments de connexion. Et puis ensuite, ces éléments ces rampes qui s'étirent. Vous voyez, elle est venue directement les brancher, vous voyez, les pluguer sur
les éléments importants, sur les autres éléments importants du site. Vous voyez, voilà. Donc, il y a un parcours voilà, qui mène pratiquement directement de la cathédrale du Sacré-Cœur, une autre de la wilaya du Grand Casablanca, une autre du tribunal. Vous voyez, tout ça, c'est connecté. Là, vous voyez. Mais ce n'est pas connecté voilà, par la manière dont les bâtiments sont connectés traditionnellement dans une ville. Vous voyez, c'est pas par des rues, par des places, par des espaces publics où on est libre d'aller et venir. Non, hein, c'est connecté par tout un réseau de rampes différentes, des rampes qui peuvent presque être réservées. Et on imagine, vous voyez, donc un autre type d'espace, vous voyez, voilà, hein, où chaque rampe, voilà, elle est presque, je le répète peut-être, mais elle est presque réservée, voilà, vous voyez, une circulation spécifique, une circulation particulière, voilà. Et ces rampes, elles viennent innerver voilà, complètement le bâtiment. Voilà, on voit dans le dessin hein, comment la salle, là, voilà, elle est innervée hein, par ce système de rampes. Et comment toutes ces rampes, elles permettent de mener hein, d'un point A à un point B. Et comment toutes ces rampes, voilà, elles permettent un parcours qui est hyper ritualisé, hyper contraignant. Voilà. Là, effectivement, les bolsonaristes, ils auront du mal à manifester. Voilà, tout est lié, tout est organiquement relié hein, par un système de rampes. Un dernier exemple, donc, c'est le Diamond Design Plaza, qui a été fait en 2014. C'est le plus beau. C'est sans conteste le plus beau bâtiment de Zahadid. On ne peut pas trouver un truc plus fort. C'est sidérant. Hein, c'est dans un quartier touristique là, de Séoul. Donc, là, plus loin, il y a les Champs-Élysées avec toutes les boutiques Dior et compagnie. Et c'est pareil. Donc c'est un paysage, c'est sûr, un paysage dont on n'a pas... qu'on ne comprend pas qu'on comprend pas, nous, en Occident. On ne peut pas comprendre ça, si vous voulez. Parce que la voie, c'est vrai qu'on ne peut pas la traverser. Je sais pas, il y a peut-être 8 voies ou 10 voies, je ne me rappelle pas. On ne peut pas la traverser, il n'y a pas de passage coûté, quoi. Tu ne peux pas traverser. Alors si tu traverses, c'est sûr que tu n'as pas beaucoup de chances de traverser, quoi. Voilà. Donc, vous voyez, on ne peut pas trop imaginer ça. Et par contre, voilà, il y a des souterrains pour passer sous la voie. Il y a des souterrains aussi qui permettent de mener au métro. Voilà, il y a tout ça qui est... Mais de toute façon, les gens qui prennent le souterrain, qui passent sous la voie, ce n'est pas forcément les mêmes que les gens qui prennent le métro. Les gens qui descendent dans le parking, ce n'est pas les mêmes non plus que les gens qui sont dans le métro. Ça témoigne aussi, quelque part, d'une société qui est finalement assez hiérarchisée. C'est peut-être d'ailleurs celle où l'on va, parce que c'est vrai que le vrai problème de la mondialisation, c'est pas tellement le fait que tout communique, ou je ne sais pas quoi, ou que le monde il est, monde, il est global, c'est pas ça du tout. Là. Le vrai problème, c'est que avant, ça existait déjà, depuis Marco Polo, il y a eu des communications internationales. C'est-à-dire qu'avant, effectivement, c'était l'Occident qui dominait, et tout arrivait à l'Occident. Et maintenant, c'est plus ça. C'est plus l'Occident, c'est l'Asie. C'est d'autres règles. Hein, et tout ce qu'on peut dire là, sur les droits de l'homme, tout ça, c'est un truc, disons, comme un truc, c'est une pensée, disons, provinciale, quelque part. Là. Parce que le monde, il n'est plus comme ça maintenant. Vous voyez, c'est plutôt, effectivement, un monde où il n'y a plus vraiment d'espace public, hein, où, effectivement, tout est connecté, hein, et où, effectivement, les bâtiments, eh bien, comme ces bâtiments-là, ce sont des bâtiments qui sont totalement fermés sur eux-mêmes, qui sont totalement centripètes, et après, voilà, ils sont reliés, voyez, aux différents points de la ville par tout un système de synapses qui va chercher les gens là où ils sont, voyez. Voilà, dans le couloir du métro, qui les amène de la voie vers le parking,
dans le passage souterrain qui permet de traverser cette rue qui est absolument intraversable et qui mène ensuite, vous voyez, donc, dans ces gigantesques formes. Et effectivement, voilà, on a l'impression, voilà, tout à l'heure on pouvait dire que, disons, on se balade, on se promène dans les bâtiments, et là, tout d'un coup, on voit que c'est presque l'inverse. C'est le bâtiment, c'est la foule, c'est les gens qui sont comme une sorte de circulation sanguine qui vient nourrir le bâtiment. Quelque part, les choses sont presque inversées. Vous voyez, c'est pas le bâtiment qui permet à chacun de se développer, mais c'est plutôt l'inverse. Vous voyez, c'est plutôt effectivement le fait que, eh bien, c'est les flux de population qui permettent au bâtiment lui-même, vous voyez, à cette masse, à ce léviathan, vous voyez, de se développer. Voilà, on rentre dans un parking. Il faut dire que chez Zahadid, c'est ça qui m'a toujours fasciné, c'est que, autant chez Porzampar, c'est très compliqué pour lui de faire rentrer une voiture dans un bâtiment, autant chez elle, ça rentre tout seul, quoi. Mais à quel prix? À quel prix? Merci.